Confiture. Cuillère. On parlait des insupportables scènes d'exposition. Vous savez, des débuts de pièces où il faut tartiner des paquets d'informations pour le public tout en s'arrangeant pour que ça ait l'air normal, élégant, et que je sois vivant. Et tout ça en discutant, ma chère. Pas en racontant, parce que ça ne serait pas du théâtre. Mon opinion, c'est qu'avec les auteurs qui ont un peu de bouteille, comme Molière, ils jouent avec ces contraintes, comme vous quand vous faites du vélo sans les mains. Si vous savez faire du vélo. Ce qui reste à prouver. Ces écrivains qui veulent jouer aux virtuoses font du second degré, si on peut dire. On s'amuse comme on peut. N'êtes pas convaincu par cette histoire de second degré, hein? Ça ne m'étonne pas. Écoutez, la scène d'exposition des Fourberies de Capin, ça devrait vous clouer le bec. Je peux sortir, Poussin? Tu restes. Tu seras Octave. Moi, Sylvestre. Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux. Dure extrémité où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient. Ouais. Qu'il arrive ce matin même. Ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier. Ouais. Avec une fille du seigneur Géronte. Du seigneur Géronte. Et que cette fille est mandée de Tarente, ici pour cela. Oui. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle? De votre oncle? À qui mon père les a mandées par une lettre. Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, suit toutes nos affaires. Toutes nos affaires. Ah, parle si tu veux, et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la bouche. Ça suffit. Vous avez vu? Comme d'habitude, Molière lance ses informations plus vite que vous, vos toupies de combat. Octave est amoureux. Le père d'Octave revient pour marier son fils avec une fille qu'Octave n'aime pas. Et la mariée doit arriver de Tarente. Et toutes ces informations sont données, disons, avec naturel. Je veux dire que c'est un début in medias res. Comme si j'étais en train de discuter depuis des plombes, comme si, bien avant que le rideau se lève, Sylvestre avait déjà tout annoncé à Octave. Il n'en croit pas ses oreilles, le pauvre caniche. Moi non plus, j'en crois pas mes oreilles. Ça va pas recommencer? Et là, Molière est moins nul que d'habitude. Il arriverait même à me faire sourire. Un peu. Normalement, dans les scènes d'exposition banales, un gars qui sait tout informe un gars qui ignore et le public par-dessus le marché. Tu connais pas la nouvelle? Non. Ton père arrive? Non. Et il veut te marier? Oh non. Et
Et la mariée arrive de Tarente. Oh non! Oh, il va pas être content, ton papa! Oh non! Mais là, c'est l'inverse. C'est l'ignorant qui informe son informateur. Janine, Mon loukoum? apporte des boules pièces. Mais on n'en a pas. Tu veux que j'en demande à la voisine? Laisse. Quelque chose me dit qu'elle est occupée. La pin-up. Ça y est. Vous avez compris le second degré. Alors, j'en rajoute une couche. C'est dans Don Juan. Encore de Molière. 17e siècle. Émoustillé, comme l'autre, à côté, mais aussi scandalisé, le public de l'époque vient voir l'histoire d'un grand seigneur, séducteur et athée, qui se moque de Dieu et des liens sacrés du mariage. Le public sait aussi qu'une statue de pierre va envoyer l'infidèle en enfer. C'est mieux que l'exorciste, non? Ou que la nuit des morts vivants? Ou que The Walking Dead? Ou Resident Evil? Ou World War Z? Oh. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il va encore nous faire, Molière? Il paraît que Don Juan demande à un pauvre d'insulter le bon Dieu. Et qu'est-ce qui apparaît dans la première scène? Un cornichon, joué par Molière, qui se trémousse en proposant du tabac partout autour de lui. Rien à voir avec la pièce. Je vous dis pas la bobine des spectateurs. J'aurais voulu voir vos têtes. Si c'est pas du second degré. Sganarelle. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore, il instruit les âmes à la vertu. Et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien, dès qu'on le prend, de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde? Et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, et partout où l'on se trouve, on n'attend même pas qu'on en demande, et l'on court au-devant du souhait des gens. Tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Juste ce qu'on n'attend pas. Et qui ne sert à rien, de rien dans la scène d'exposition. Aucune information. Vous voyez le second degré. Pourquoi est-ce que Molière a fait ça? Eh bien, comme d'habitude, on n'en sait rien. Peut-être qu'il a essayé de dédramatiser la pièce qui était un scandale, qui était un peu limite pour le petit cœur des gens du temps. Je crois surtout que Molière avait dû répéter tout seul dans son coin un petit jeu de scène pour parodier la mode des tabatières. Il aimait bien présenter des trucs à la mode, comme ça, les journaux, les petits marquis, les femmes savantes.
Les femmes savantes. Alors, ici, il a refourgué, ni vu ni connu, sa petite séquence. Aujourd'hui, il vous singerait avec votre iPhone. Vous auriez bonne mine. On s'entend plus. Elle va arrêter, la chatte qui se noie dans son bol de lait. Tu m'as appelé, mon loukoum? Pour monter d'un niveau, voici la scène d'exposition de Phèdre, 1677. Une tragédie de Racine. Quelque chose me dit que ça va refroidir l'ambiance. Ça calmera peut-être aussi la voisine. Là, c'est pas pour se moquer des contraintes d'exposition, c'est... Comment expliquer ces hauteurs exquises à des bas du plafond? Le monde de Phèdre, c'est un monde où on n'arrive jamais à la réalité, où tout est tordu, un labyrinthe, malgré tous les détours de sa vaste retraite. Pardon. Ça m'arrive de citer Phèdre comme ça, spontanément. J'oublie à qui j'ai affaire. Phèdre, c'est plein de trucs qu'on ne peut pas avouer. Une histoire de désir interdit. Une histoire de désir. Ça vous parle, non? Elle, ça lui parle. À propos, Janine. Je me mets où, mon loukoum? Complique pas. Le dessin en est pris. Je pars, chère Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Depuis plus de 6 mois, éloigné de mon père, j'ignore le destin d'une tête si chère. J'ignore jusqu'aux lieux qui le peuvent cacher. Là, les spectateurs sont à l'aise dans leur basket. Tout va bien. Ils se croient en terrain connu, les andouilles. C'est un début in medias res. Avec la vieille technique qui pue, le coup de l'ignorant. Hippolyte explique à son confident Théramène qu'il a décidé de partir à la recherche de son père, qui a disparu depuis plus de 6 mois. Tranquille, le public. Les doigts dans le nez comme sur des roulettes, cool Raoul. Et vous allez vite déchanter. Chaque information, vous m'entendez? Chaque information qui est donnée est fausse. Fausse, prétexte, fake news, élucubration, bobard, attrape-nigo, soupe pour les coucous. Et c'est pas tout. À chaque réplique de la scène d'exposition, on obtient une nouvelle information. Et cette nouvelle information est explosée par la suivante. Dans le nez, dans les dents, direct du droit, crochet du gauche. Vous comprenez pas? Bien sûr. Hippolyte annonçait à son confident qu'il quittait Trézène parce qu'il voulait rechercher son père, son noble père. Mais juste après, Théramène lui a fait remarquer un détail. Son père n'est plus le noble vainqueur du Minotaure. Pour vous, on va dire un zombie à tête de taureau. Le papa
il a pu être un héros. Mais il n'est plus qu'un coureur de jupons. Qu'est-ce que tu attends? Théramène. Et dans quel lieu, Seigneur, l'avez-vous donc cherché? Déjà pour satisfaire à votre juste crainte. Passe! S'en fout. Alors, Hippolyte doit bien reconnaître qu'il ne s'en va pas du tout pour chercher son père. C'est pourtant ce qu'il disait. Boba! Oh là là. Il dit qu'il part pour fuir la haine de Phèdre. Cet heureux temps n'est plus. Tout a changé de face depuis que sur ses bords, les dieux ont envoyé la fille de Minos et de Pasiphae. Ça veut dire quoi? La fille de Minos et de Pasiphae? Laisse tomber. Ça serait donner de la confiture à des cochons. Ou de la confiture à une cochonne. En scène. Théramène. J'entends de vos douleurs la cause méconnue. Ah, madame a terminé. C'est bien aimable. On va être tranquille. Jusqu'à demain. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Avec de la patience, on arrive à tout. On continue. Passe! Théramène dit juste que si le prince s'est enfui à cause de Phèdre, la nouvelle femme du roi, il n'a pas besoin de partir, puisque la reine est en train de crever. Alors, Hippolyte avoue qu'il ne fuit pas Phèdre. C'est pourtant ce qu'il disait. Bon bah, Oh là là. Hippolyte explique maintenant qu'il fuit Aricie, la sœur des Palantides, des ennemis de son père. Mais Ne cherchez pas les Palantides, c'est raconté au début des vies parallèles de Plutarque. Plutarque? On s'en fout. Sa vaine inimitié n'est pas ce que je crains. Hippolyte, en fuyant, fuit une autre ennemie. Je fuis, je l'avouerai, cette jeune Aricie, reste d'un sang fatal conjuré contre nous. Théramène. Quoi? Vous-même, Seigneur, la persécutez-vous? Passe! Théramène lui fait remarquer qu'Aricie est une pin-up complètement tarte et pas plus dangereuse qu'une poupée Barbie. Alors, enfin, Hippolyte doit reconnaître qu'il fuit Aricie parce qu'il est amoureux d'elle. Si vous étiez malin, je pourrais donc conclure que la grande information de la scène, c'est la rétention d'informations. Et maintenant... Oui! Oh oui! Oh oui! Oh putain! Oh oui, c'est bon! Oh mais qu'est-ce qu'elle me fait? Oh oui! Elle est en train...